Bienvenue chez moi. On est aujourd'hui au Grand Palais, au Art Basel. Et du coup, il y a un monsieur qui va me montrer des œuvres. J'ai demandé à voir des œuvres comme des dames jolies dans des ovales, de l'impressionnisme, du surréalisme, de l'appel au rêve, de la fête, de la drogue. Je rigole, je ne rigole pas, on verra bien. Venez avec moi. Clément. Merci d'être avec moi. Sécurité, occupez-vous de madame. Merci. Pardon, je suis folle et pas médicamentée. Donc toi, tu es le président des États-Unis d'Amérique, pas du Absolument. tout. C'est pas ça ton travail. Je suis le roi d'Art Basel. Tu es le roi d'Art Basel. Non, je suis le directeur d'Art Basel Paris. Et tu vas me faire visiter pour qu'on voit des choses magnifiques. Eh ben, j'espère bien, ouais. Il y a quoi à savoir sur Art Basel, si tu peux me raconter en 2-3 mots? Ce que je peux te dire, c'est que c'est la première année qu'Art Basel Paris s'installe au Grand Palais, oui. qui a fermé pendant un peu plus de 3 ans pour une rénovation un peu structurelle. Pour nous, c'est une année de grand changement parce qu'en même temps qu'on change de nom, on change de lieu, on change de concept, on change de contexte, on rajoute 41 galeries. La seule chose qui ne change pas, c'est moi. Donc je ne suis pas sûr que là, pour le coup, la force s'y retrouve. Je suis ravi de te présenter voilà, tout ce qu'on a pu mettre en place pour on y intéresser tout le monde. Ça fait combien de temps que tu travailles pour Art Basel? Moi, ça fait depuis 2022. J'ai été nommé en 2022. Et ça, je trouve ça beau. C'est très très beau, effectivement. Je note parce que j'ai pas vu beaucoup de choses que je trouve beau. Mais ça, c'est Ida Ekblad. Bah, justement, voilà une peintre que la galerie représente, une peintre scandinave, dans l'abstraction, mais qui a la particularité de travailler sur des œuvres extrêmement épaisses, tu vois, dans le matériau. Ouais. Et tu vois, c'est de la couleur qui déborde presque du cadre. C'est l'équivalent en peinture de... Je sais pas, est-ce que je peux le dire De Van Gogh, tu exagères toujours. Exactement, exactement. D'ailleurs, on l'appelle la Van Gogh du nord de l'Europe. Personne dit ça. Non, personne dit ça. Mais non, mais c'est une immense artiste, moi, que j'aime beaucoup parce que se confronter à la peinture, qui est le médium par excellence, c'est jamais simple. Et c'est vrai que quand on rentre dedans avec autant d'énergie, d'ambition, presque d'agressivité, mais d'agressivité joyeuse, quoi. Oui, avec des belles couleurs qui sont chaudes. Absolument. Donc c'est une peinture qui ne s'excuse pas. Voilà. Absolument, un peu comme nous, parce qu'on est parce qu'on est bad bitch. Absolument, voilà. Tu m'ôtes les mots de la bouche, vraiment. Est-ce que ce serait ton résumé LinkedIn? Voilà. Bad bitch en herbe. Bad bitch en herbe. Dior la peinture. Voilà. Les mots me manquent. Ça, c'est du Basquiat? Ça, c'est Corbusier, ça. Non, mais... Ah, pardon. Ça, c'est... Non, c'est pas oui, ça, c'est Basquiat. Oui, c'est Basquiat, ouais. Basquiat, Richter. Là, tu vois, il y a plusieurs sections dans la foire. Tu as une section, enfin, comment dire, la foire, elle est composée de différentes typologies de galeries. Et tu as notamment les galeries qui représentent des artistes contemporains sur ce qu'on appelle le premier marché, c'est-à-dire qu'elles travaillent activement avec des artistes dont elles représentent le travail, et généralement des artistes vivants ou potentiellement morts, mais il n'y a pas très longtemps. Et les galeries du moderne, de second marché, qui représentent plutôt de l'art moderne, des pièces plus anciennes, où là, en l'occurrence, il n'y a pas de représentation active des artistes, mais elles travaillent directement avec des collectionneuses, des collectionneurs, voire des maisons de vente pour acquérir un inventaire. Voilà. Basquiat, tu vois, il n'est pas représenté activement par une galerie. Non, et puis il est mort. Et puis il est mort, c'est vrai. Ouais. Il est mort jeune. Tu te fais douter que j'aurais aimé du coup? Oui, bah ça naturellement. C'est une belle dame. Bah, ça, c'est presque de l'impressionnisme, mais grossier. C'est une très belle peinture qui n'a pas été vue depuis virtuellement. Je crois qu'elle n'a jamais été montrée en dehors d'une collection privée. Donc c'est déjà pour nous un phénomène de pouvoir la présenter. Elle est trop romantique, elle est trop belle. Ouais. Tu m'as dit que elle est très avec un petit Jankowski, avec un petit comment on appelle ça, un petit éventail. Un petit éventail. Un peu nonchalante, un peu mélancolique, un peu, tu vois. C'est la même. On peut aller la voir, celle-là? Bien sûr, bien sûr. Par contre, j'adore que cette visite me permet de vérifier que donc j'aime mes goûts. Ouais. Mais tout ça, c'est une instance de validation de tous les instants, de toute façon. Donc, alors évidemment, les œuvres sont extrêmement fragiles, extrêmement précieuses, donc il faut pouvoir en garantir la sécurité dans des événements qui sont très fréquentés. Est-ce qu'il prenait du LSD, Magritte? Je pense qu'il a inventé le LSD, Magritte. Non, c'est pas vrai, c'est une invention suisse, ça a été inventé à Bâle. C'est vrai? Oui. Non, mais c'est un paramètre déterminant du champ de l'art, la consommation de psychotropes. Oui, c'est vrai. Là, c'est Etel Adnan, grande peintre et poétesse libanaise qui a choisi de vivre à Paris, de faire de Paris son
son havre de création, de vie, de paix, où elle a pu... Ouais. C'est comme du Miro, c'est complètement abstrait. C'est juste des formes de couleurs où elle a voulu... Où là, en fait, c'est la rencontre de son père et sa mère, c'est juste que je le vois. Non, c'est un autoportrait. Ah. Non, c'est pas vrai. C'est une abstraction, ouais, et donc évidemment, mais c'est ouais, un hymne à la couleur, c'est une forme, si tu veux, de poésie du signe, parce que comme je te disais, l'artiste, elle est poétesse, elle a beaucoup manipulé le langage, les mots, et donc elle applique, si tu veux, dans des formes un peu plus imagées, un peu plus abstraites, voilà, sa poésie visuelle, quoi. Après, c'est tout le privilège des artistes, hein, d'être inspiré par le réel, de le convoquer, de le modifier, de le malaxer, tu vois, c'est comme toi, c'est finalement, je pense, dans ton travail au quotidien, qu'est-ce qui te fait rire, qu'est-ce qui te permet de faire un segment, Ah là là, elle est politique, hein, il suffit d'allumer la télévision et on va même pas rajouter le van, quoi. Ah, ça j'aime bien. Oui, ça c'est très beau aussi. Hein. Mais c'est beau, les deux, j'aime les deux. Mais ça c'est une photo qui ne sont pas les mêmes. Non, c'est une peinture, ouais. Ah, j'adore. Joseph Jäger. Et là, tu vois, ça, ce sont des œuvres de Frida Opabo, donc qui s'articulent, tu vois, comme tu te rappelles, je sais pas, quand j'étais enfant en 1953, on avait des jouets, tu sais, des petits pantins comme ça qui s'articulaient, qui étaient. C'était terrifiant un peu. Un peu, ouais. Et elle aussi, c'est là une manière de se réapproprier, voilà, la mise en scène des corps, et particulièrement des corps racisés. Par les artistes qui, voilà, les corps racisés ont beaucoup été fétichisés dans l'histoire de l'art, et là il y a la possibilité pour les artistes eux-mêmes racisés de se réapproprier finalement la mise en image et la mise en scène de leur corps, quoi. Ça j'adore. Parce que c'est trop étonnant, ça me fait un peu penser à Hopper, l'intimité. Oui, c'est vrai. De la même manière que je te parlais avant, tu vois, d'artistes qui se réapproprient leur corps, et il y a aussi, tu vois, qui se réapproprient toute la mise en scène de leur quotidien, de leur domesticité, de leur manière de vivre, puisque voilà, les habitudes sont souvent interrogées, et il y a un besoin pour les gens de se réapproprier leur histoire, tu vois. Magnifique. Et la manière dont cette histoire s'écrit et de la manière dont elle est mise en scène. Les couleurs sont chatoyantes. Exactement. T'as aimé que j'utilise ce mot? Oui, comme moi. Chatoyant. Ça, c'est un projet de l'artiste franco-turc Nil Yalter. C'est la Dame Blanche, ouais. C'est celle qu'il ne faut pas croiser sur sa route? Un petit peu, ouais. C'est une robe Lanvin qui date de 1928 et dans laquelle, supposément, Mais Dieu, qu'elles étaient minces, les femmes! Une ambassade... Hein? Oui, je sais. On s'interroge beaucoup sur la possibilité, en fait, de... Enfin, comment même a-t-elle pu porter cette robe, ouais. Mais c'est une robe qui, supposément, a été portée donc, par une femme d'ambassadeur en Allemagne, qu'on ne nomme pas. C'est Hitler? Non. Hein? Non. Qu'on ne nomme pas. Un ambassadeur en Allemagne, et son épouse, en fait, aurait dansé à l'occasion de différents dîners, de célébrations, dans cette robe avec des officiers nazis. Et donc c'est toute une installation, en fait, qui interroge le pouvoir d'un vêtement, mais aussi les vêtements du pouvoir. Et qu'est-ce qu'il en dit sur les vêtements du pouvoir? Là, c'est une réflexion sur, tu vois, à la fois qui mêle objet d'archives et objet de fiction, pour raconter voilà, l'histoire de cette femme. Nil Yalter, c'est une très grande artiste, voilà, qui notamment a gagné le Lion d'Or à la Biennale de Venise cette année. Donc c'est une récompense. Crème de la crème fouettée. Absolument. La gouache de la gouache. J'aurais pas mieux dit moi-même. Elle est connue notamment pour une œuvre assez importante qui raconte son histoire et dont le titre est Dur métier que l'exil. Voilà. Et c'est quoi son histoire? Parce qu'elle elle-même, elle est née en Turquie. Elle s'est exilée en France à... Tiens, Jean-Charles pourrait peut-être m'apporter un peu plus de précision sur le sujet. C'est une artiste qui a été vraiment dans les années 70 une des premières à parler du féminisme, à parler de la situation des femmes prisonnières, des femmes ouvrières, des migrants. C'était des sujets qu'on n'abordait pas du tout à l'époque. Et cette œuvre-là, donc qui est de 1978, elle est très très importante pour elle. Bon, pour les raisons que Clément a évoquées. Est-ce que c'est censé être du sang? Non, c'est probablement des traces de boue, de terre. C'est la vie de la robe en fait. D'accord, ok. Et les photos qui sont ici ont été prises à l'intérieur de la robe. Donc c'est le corps absent. Cette robe, c'est presque un fantôme. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et donc ça devient comme des radiographies, presque des
les tests de taches d'encre Oui, c'est qu'utilisent vrai. les psychologues, c'est-à-dire qu'est-ce que je vois, comment j'interprète ça, et en même temps c'est extrêmement sensuel, c'est-à-dire qu'on part du centre, ça se déploie comme ça sur les côtés, et c'est vraiment Oui, on dirait une vulve là. C'est exactement bien pour une fois. toute la féminité. Elle est vraiment bien ta visite. J'adore que t'arrêtes pas de bailler, quoi. Ah pardon, parce que j'ai beaucoup fait la fête. Donc voilà. Tu veux voir le travail de Juliette Roche, peut-être? Oui, Juliette Roche, c'est parmi des grandes femmes artistes françaises à avoir pris part aux avant-gardes du début du XXe siècle, qui malheureusement avait été un peu éclipsée par l'aura de son mari, Albert Glaise. Mais c'est jamais arrivé quoi, c'est Voilà, dingue. une nouveauté. Mais voilà, le travail de la galerie, nous, c'est vraiment devenu une spécialité de permettre la redécouverte de femmes artistes. Et Juliette Roche, ça fait partie de ces très beaux exemples qui a pris part au cubisme, au mouvement Dada entre Paris et New York avec ses acolytes, Marcel Duchamp, Quelle Francis vie. Picabia, ouais. Et puis à Barcelone aussi avec toute cette belle génération. Et en fait, son rôle dans Dada et dans les avant-gardes n'a été reconsidéré que depuis les années 90. Waouh. Bravo. Hein. Ah, je vais te montrer un truc qui va te plaire, là, je pense. Pour te contenter, là, il faut une c'est approche assez spécifique. Je du voulais te sexe. montrer les cartoons de Nazario, voilà. La bande dessinée, c'est un sujet particulier parce que dans le canon traditionnel, il n'y a pas de place pour la bande dessinée. Ça veut dire quoi, Tu un vois. canon? Bah, dans le canon, si tu veux, C'est quoi le c'est canon? la grande encyclopédie de l'histoire de l'art, tu D'accord. vois, qui voudrait définir ce qu'est l'art et ce qu'est l'art, ce qui ne l'est pas, ce qu'est un artiste, ce qui ne l'est pas, voilà, ce qui est de l'art légitime et ce qui n'en est pas. Tu vois, par exemple, un champ entier comme la photographie. Pendant longtemps, on a considéré que Il était c'était queer? pas de l'art à proprement parler. Oui, C'est des scènes et surtout, ce sont des queer. scènes d'érotisme, voire de pornographie, de sexualité queer. Et c'est le contexte là qui fait tout, puisqu'en fait, ce sont des dessins qui étaient publiés dans des magazines clandestins, distribués en Espagne, dans la période qui en fait annonçait la fin du franquisme et le début de la démocratie en Espagne. Donc c'était quand même extrêmement périlleux C'était très courageux. Et... de proposer voilà ce genre, mais en même temps c'était un cri pour la liberté sexuelle, un cri pour la libération, un cri pour simplement la liberté de vivre en fait, selon comment on l'entend, quelle que soit voilà son orientation et son et donc ça C'était questionne finalement militant, aussi. quoi. Ouais, c'était militant, mais ça questionne aussi, tu vois, par exemple, le travail était intégré dans des publications françaises comme Le Guêpier ou, tu vois, Le Délire PD, le Charlie. Mais c'est aussi, je trouve, intéressant de se rappeler que l'Espagne, voilà, qui est un pays voisin, a subi de l'autoritarisme jusque tard dans son histoire récente, quoi, et que finalement, on vit peut-être un moment culturel où c'est important de rappeler voilà, qu'il y a des libertés fondamentales. Oui, rappelez-vous qu'il y a des libertés fondamentales. Ok, n'oubliez pas. C'est tout ce que j'ai qu'à dire. Con Mimi